En pleurant, évidemment. Vous avez vu, tout le monde a pleuré. Bon, parce qu'on a parlé de la mort de la femme de John Williams et que je voulais absolument en parler dans un festival sur l'amour. Parce que l'amour qu'il portait à sa femme était immense et lorsqu'elle est partie trop tôt, il est devenu quelqu'un d'autre. Tout d'un coup, il était surpuissant. Il a écrit coup sur coup les plus grands thèmes de l'histoire du cinéma, Les Dents de la Mer, La Guerre des Étoiles, enfin, d'affilée. Tout d'un coup, il est devenu une espèce de super-héros. Et je voulais absolument parler de ça parce que c'est pas si connu. Les fans d'Harry Potter, ou de Jurassic Park ou de, je sais pas, connaissent ses musiques, mais connaissent moins le bonhomme. Et je voulais parler du fait que dans sa musique, il y a sa vie et il y a ses émotions, et que dans les thèmes d'amour qu'il a pu écrire, eh bien, il y a toute son humanité et le poids de son passé. Dans le cas de John Williams, comme sa musique participe à décoller les images, à les transcender. Il y a une portée énorme de son travail par rapport à l'image, au montage, etc. Mais il est caméléon, John Williams. Ça, c'est quelque chose par rapport à d'autres compositeurs. Je pense à Bernard Herrmann, ou des grands compositeurs comme ça, qui avaient un style extrêmement marqué et qui mettaient en avant pas mal leur style. C'était géniaux, hein, mais le style était très présent. John Williams est tout à fait capable d'être caméléon sur plein de films. On peut parfois ne pas le reconnaître tout de suite parce que ça s'intègre à l'intérieur des scènes et il choisit assez bien les instruments pour pas faire trop d'ombre au film, bien qu'il ait cette science de savoir quand même transcender les images, mais en essayant de ne pas trop étouffer, de ne pas porter atteinte au cinéma. Parce qu'une musique qui est trop présente va gâcher le relief d'un film ou sa respiration. Trop de musique va nous empêcher d'accéder à certaines zones d'une scène. Et ça, John Williams, c'est parfaitement dosé. C'est une question vraiment, pour John Williams, je pense, de savoir savamment doser la colorimétrie de sa musique, de savoir jauger selon aussi l'ampleur du film, le nombre de musiciens qu'il va employer ou pas, où est-ce qu'il va enregistrer ses musiques, ça compte aussi, par rapport au son que ça donne. Il y a tous ces enjeux-là, en fait. Et souvent, il fait appel à des grands solistes et il participe, ces solistes, dans son orchestre, avec le même arôme que des acteurs ou des actrices. Ce sont ces acteurs et ces actrices, les solistes. Il les dirige de la même manière qu'un cinéaste. Et il participe de manière invisible à la puissance des séquences. Et ce qui fait que c'est Saint-Exupéry qui disait les enfants savent que ce qui est essentiel, c'est ce qui ne se voit pas. Et la musique d'un John Williams, par exemple, elle ne se voit pas, mais elle est absolument essentielle. Absolument, c'est une musique complètement organique. Organique parce qu'il y a cette physicalité des instruments. C'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de concertos pour des instruments seuls. Donc il est très conscient de la vibration de chaque instrument. Par exemple, il a fait un concerto pour basson où il était sensible à la résonance boisée de l'instrument parce qu'il voulait parler des arbres. Donc il est très sensible à ça, à la nature, au côté organique de toute chose. C'est quelqu'un qui est proche pour moi du land art. Un jour, il y a un des fondateurs du land art, Andy Goldsworthy, qui faisait un grand dessin sur une plage déserte. Quelqu'un est venu le voir en disant « Merci de m'avoir montré que ça a toujours été là, que ce motif avait toujours été là ». Et John Williams, lorsqu'il parle de sa musique, c'est exactement ça. On a la sensation d'une familiarité, que le thème d'Indiana Jones a toujours été là, d'une certaine manière, une espèce d'évidence comme ça, ressurgit d'un passé plus ou moins lointain qui nous semble familier. La musique de la Guerre des Étoiles, il faut se rappeler quand même, en 77, c'est un univers tout à fait nouveau et il y avait besoin de cette familiarité de la musique pour venir nous raccrocher à cette bizarrerie qu'on avait à l'image qui était tout à fait inédite. Et par cette familiarité qu'il arrive à trouver dans l'écriture même, eh bien, retrouver ce jadis par la musique fait qu'une musique de John Williams dans un film, il y a une autre brèche temporelle qui s'ouvre systématiquement, qui vient d'ailleurs et qui nous semble un peu comme dans le cerveau reptilien, quelque chose là qui
tapis qu'il arrive à faire ressurgir. Ça, c'est la mesure de très, très grand. La rencontre, le dialogue que permet en fait l'audiovisuel, qui est déjà un dialogue, parce que audio-visuel, c'est déjà un trait d'union, c'est déjà un dialogue, c'est déjà un mariage, c'est déjà la rencontre de formes d'art variées. Et ce qui nous fascine, à mon avis, tous et toutes, lorsqu'on aime le cinéma, c'est cette rencontre permanente qu'on a avec les corps de métier, la rencontre avec le public, la rencontre avec les professionnels. Moi, ça me passionne d'apprendre des autres corps de métier, notamment des compositeurs. Les compositeurs avec qui je passe du temps depuis pas mal d'années, parce qu'ils ont les clés d'un monde invisible, ils ont une sensibilité vraiment à part par rapport à d'autres corps de métier. Je ne dis pas que les réalisateurs sont pas... ils ont un côté roublard, je ne veux pas faire de généralité, mais c'est vrai que les réalisateurs, ce sont des généraux qui doivent jongler avec d'immenses problèmes. Les compositeurs arrivent, les compositeurs sont en retrait dans le cinéma, un peu en retrait, un peu dans l'ombre. Et c'est bien, ça, d'ailleurs, c'est intéressant, le fait que ça soit dans la fosse, dans l'ombre, qu'ils projettent une ombre, c'est une ombre portée, c'est une projection. C'est l'ombre du film, d'une certaine manière, et c'est très bien comme ça. Mais souvent, ce qui est dans l'ombre, ce qui est dans la marge, c'est ce qui, comme dit Godard, c'est la marge qui fait tenir les pages du livre. Et moi, je m'intéresse beaucoup, justement, à ces marges du film, à ces corps de métier dont on ne parle pas forcément. C'est pour ça, très très tôt, dans ma cinéphilie, je me suis intéressé aux compositeurs de musique de film, ou à ceux et celles qui créent les génériques de films, qui graphiquement les créent. Moi, j'aime beaucoup ça. Ces moments qui sont un peu en marge, voilà, et qui font vivre l'audiovisuel, qui font vivre le cinéma par ces rencontres permanentes. Sans dialogue, et les rencontres, d'ailleurs, rencontres du 7e art, c'est absolument l'ADN, je crois, c'est ce dialogue. On discute, vous avez vu tout à l'heure, c'est ce dialogue dont on a besoin parce qu'on sépare les territoires, on sépare les disciplines, on sépare les gens au lieu de les relier. Et la musique est peut-être un des plus beaux ponts entre le public et l'écran. Ça reste un écran quand même, s'il n'y avait pas la musique. L'art des génériques de films, c'est de dire le collectif. C'est le respect des patronymes. C'est le mélange de patronymes d'origines très différentes qui sont tous ensemble. C'est la mémoire des films. C'est le respect des corps de métier. Tellement de corps de métier qui permettent de faire des films. Un générique de film, au début, par exemple, il y a un générique qui déboule, c'est une manière civilisée de dire simplement bonjour et bienvenue. L'accueil. Désolé, mais ça se perd dans nos sociétés. Tout d'un coup, un générique nous accueille. Putain, mais à chaque fois, je suis ému simplement. Les lumières, ça s'éteint, la lumière jaillit, puis voilà, on a cette générosité de m'accueillir ou de me dire un nom, etc. Pour moi, on m'apprend à lire. On me laisse le temps de réfléchir. Le générique de fin, je fais le point, je sèche mes larmes, je réfléchis à ce que je viens de voir. Mais c'est un temps extraordinaire, c'est un luxe fabuleux dans nos vies. Bref. Donc le générique début ou fin ont des fonctions essentielles pour le corps. Au début du film, je m'installe. Le générique de début me permet de me donner un peu de temps. Ok, je me concentre. Je suis jamais plus concentré que dans les premières minutes d'un film. Parce que vraiment, là, j'ai toute mon attention sur l'écran. Tac, je ne bouge plus. Après, pendant le film, on bouge, on pense à autre chose. Mais au début, d'un point de vue cognitif, c'est d'une puissance, le générique de début, c'est incroyable, on est là. Merci de poser la question. Blob, Arte, qui a été créé par Luc Lagier pour Arte il y a un certain nombre d'années maintenant. Ça fait quand même plus d'une dizaine d'années qu'il y a cette idée de créer des mash-ups sur des thématiques avec des approches, etc. C'est de la cinéphilie. Et c'est pas parler du cinéma sur le cinéma. On parle pas sur le cinéma, on parle pas sur les films, sur les cinéastes. C'est pas une position de domination, c'est avec les sons, avec le montage. On parle avec la matière. Le problème de la théorie du cinéma, c'est souvent sur les films, sur ceci, cela. Bon. C'est mieux de parler avec. De manière générale, d'ailleurs, avec les gens, c'est pareil. Il vaut mieux pas parler sur les gens, mais avec eux. Bon.
Et Blow Up permet de parler de cinéma avec les outils du cinéma, le son, le montage, etc. Et c'est une chance incroyable d'avoir une carte blanche avec, grâce à Luc Lagier, et puis avec les cartes blanches Thierry Jousse, Johanna Vaud, et puis la monteuse avec qui on bosse depuis plus d'une dizaine d'années, Alice de Lima, de travailler ensemble sur des créations audiovisuelles qui parlent de cinéma, de passion de cinéma, qui essaient de le partager au plus grand nombre. Dans mon cas, la centaine d'épisodes que j'ai créés pour Blow Up autour de l'histoire des génériques de films, depuis une dizaine d'années, me permet de parler de ma propre recherche d'universitaire par le prisme de l'audiovisuel, de la création audiovisuelle. Et c'est une grande chance, je suis très reconnaissant de ça, parce que ça permet à ce que j'apprenne des choses sur mon propre sujet de recherche. À chaque épisode, j'apprends quelque chose de nouveau, en faisant l'audiovisuel et en pouvant le partager au plus grand nombre. Le problème de la recherche universitaire en cinéma, c'est que c'est souvent dans l'entre-soi universitaire et c'est pas assez partagé avec les restes du monde, le reste du monde. Et c'est dommage, parce que je suis absolument convaincu qu'on peut faire une recherche universitaire, qui soit une création-recherche ou une recherche-création, qui puisse être sur plusieurs terrains et sous plusieurs formes. Et Blow Up, en ça, est assez unique dans le paysage audiovisuel, même à l'étranger. Hein. Là, je vais à Montréal dans pas longtemps parler de l'art des génériques de films à travers parce que Blow Up est vu aussi au Québec, parce que Blow Up est vu en Suisse, etc. C'est un outil de partage qui est, je sais, qui est suivi et c'est très agréable pour ça. Mais l'idée donc de cette création-recherche, je crois, est fondamentale aujourd'hui à essayer de valoriser au sein des universités, auprès des étudiants, des collègues universitaires, en disant mais c'est bien de parler avec.